Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La lutte contre les infections transmises sexuellement et par le sang s'intensifie en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois de l'Agence régionale de la santé, Mme Pauline Clermont, infirmière. Mme Clermont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Clermont. C'est très gentil. D'entrée en matière, moi, si je vous demandais si les jeunes consultent plus aujourd'hui qu'il y a quelques années passées. Quand on parle de quelques années passées, on peut aller peut-être une dizaine d'années passées, 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans passés. Est-ce que les jeunes consultent plus aujourd'hui? À mon avis, les jeunes consultent plus pour une raison qui est tout à fait simple, c'est qu'on a adapté les services plus à leurs besoins. Vous savez, les jeunes peuvent consulter, il y a des infirmières en milieu Donc, vous avez été vers les jeunes? Oui. Au lieu que les jeunes viennent vers vous. Vous leur avez aidé à venir plus vers vous. Exactement. OK. Puis, on a mis aussi, il y a un programme qui existe avec les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu, dont le rôle est principalement de faire un lien avec les jeunes ou avec les personnes vulnérables aux infections transmissibles sexuellement. Et il y a un lien qui est établi avec les services de santé. Alors, c'est plus facile, je pourrais dire, en 2010, de consulter que, par exemple, il y a une dizaine d'années. Est-ce que les jeunes, il y a une dizaine d'années, est-ce que vous étiez dans le métier également, il y a 10 ans passés, est-ce que les jeunes avaient peur de consulter? Est-ce que les jeunes avaient peur que ce ne soit pas, qu'on le dise un peu partout, ce ne soit pas assez personnel? Est-ce que les jeunes pensaient ça, puis qu'aujourd'hui, les jeunes ne pensent plus ça? On s'enferme dans un bureau avec une infirmière spécialisée dans la matière, puis là, on peut dire, bon, moi, là, j'ai fait telle chose, chose que, il y a une dizaine d'années, on avait plus de difficultés. Je ne le sais pas, je peux pas qualifier. Ou est-ce qu'il y avait moins de personnes de votre calibre à ce moment-là? Pas nécessairement. Non? Je pense qu'au niveau de la qualité, une fois que, exemple, un jeune consultait, au fond, rencontrait un médecin pour se faire dépister, ou si on pense, par exemple, il y a toujours eu du dépistage, autant que je me souvienne, au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avec Mme Bonaparte. Je pense que lorsqu'ils étaient dans un bureau, ils se sentaient à l'aise. Je peux pas dire que c'était une question plus d'attitude de l'intervenant, mais vous savez, les infections transmissibles sexuellement, le plus souvent, il n'y a pas de symptômes, hein, on ne voit rien. Donc, c'est beaucoup plus ce frein-là. Alors que là, on a vraiment multiplié les services aux jeunes par les cliniques jeunesse, dans les écoles, au centre de santé. Il y a des endroits, si on prend par exemple à Val-d'Or, où il y a Picatan qui va donner des services, même dans certains bars, à l'école des adultes. C'est que les jeunes ont plus d'endroits où aller pour se faire dépister. Exactement. Parce qu'au niveau, je pense, de l'accueil qui était fait il y a 10 ans, à mon avis, c'était excellent. Sauf que c'était les endroits. Et quand on est dans une région où il y a une pénurie de médecins, quand on a une maladie qu'on ne voit pas, qu'il n'y a pas de symptômes, ben c'est pas tentant d'aller attendre à l'urgence, sans pas que c'est ta place. Oui, exactement. Si on parlait de l'âge des jeunes, les jeunes les plus touchés par ces ITSS, c'est quoi l'âge moyen? Si on prend l'infection à chlamydia, qui est vraiment l'infection la plus répandue, c'est vraiment nos jeunes là, de 15-24 ans qui ont les plus Aussi jeunes que 15 ans, oui. Ah ben oui, absolument. Parce que vous savez, les jeunes sont actifs sexuellement, au fond, autour de 16-17 ans, là, c'est fait. Puis on en a des jeunes que c'est plus jeune, 14-15 ans. Si on parlait, juste une parenthèse de même, Mme Clermont, chez les jeunes filles, l'âge de la première relation versus l'âge de la première relation chez les garçons, c'est quoi? Ça, au fond, ça dépend des milieux. On a des jeunes qui sont plus précoces, donc il n'y a pas vraiment de règles, mais ce qu'on peut dire souvent, les premières relations sexuelles, ça va être autour de secondaire 2, secondaire 3, mais ça peut être plus tôt aussi. Ce qui est important, c'est vraiment au niveau de la prévention, que ce soit un choix. Hein, qu'on ne le fasse pas pour faire comme tous les autres, mais que ce soit vraiment dans un rapport amoureux.
Et bien sûr, les jeunes doivent penser à la contraception, doivent penser à la prévention des ITS. Moi, si je vous demandais, parce que le nombre de ITSS en région a connu une première baisse depuis quand même, depuis l'an dernier toujours, ce serait dû à quoi? C'est vrai, je trouve ça important que vous dites. C'est la première fois depuis, je pense que c'est la première fois de toute façon qu'on est sous la moyenne du Québec pour l'infection à chlamydia. C'est un gain quand même qui est important. On observe cette diminution-là principalement chez le groupe de filles 15-24 ans. Et ce qui va être important, ça va être de voir est-ce que cette tendance-là à la baisse va se maintenir au fil des années. Au fond, les raisons qui peuvent expliquer cette diminution, c'est probablement une nouvelle organisation de services. Comme je vous parlais tantôt, il y a des travailleurs de rue, il y a des infirmières dans les cliniques jeunesse qui vont faire les tests de dépistage pour les ITS dans les écoles. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Il y a eu un élargissement du rôle de l'infirmière. Maintenant, c'est que l'infirmière qui a la formation, qui travaille dans un service de dépistage en ITS, peut faire les tests de dépistage et même peut initier en collaboration avec le pharmacien le traitement. Donc, cette nouvelle offre de services avec un élargissement du rôle de l'infirmière a probablement eu une influence sur la diminution de nos taux en Abitibi-Témiscamingue. Qui sont très importants. Mais je pense que c'est vraiment, à mon avis, là, c'est ce qui est le plus important parce que au niveau des jeunes, ce qu'on réalise, c'est que oui, ils connaissent bien le condom. Ils vont l'utiliser lors des premières relations sexuelles, mais très souvent, c'est pas un comportement qui est régulier. Souvent, lorsqu'ils vont tomber vraiment en amour, la confiance s'installe, puis ils vont laisser tomber plus besoin le condom. de ça. Alors qu'il faudrait se faire dépister, parce qu'on sait que chez nos moins de 25 ans, puis les chiffres nous le démontrent, les taux d'infection sont beaucoup plus élevés. Donc, quelqu'un qui a déjà eu un autre partenaire doit aller se faire dépister sans hésitation. Et là, la décision Surtout qu'on a un doute. Oui. Si on a un doute, puis le doute, au fond, c'est très simple, c'est d'examiner ses comportements sexuels. Si on a eu plus d'un partenaire, qu'on n'a pas utilisé le condom, bien, c'est sûr qu'on peut avoir été exposé et on ne doit pas attendre les symptômes parce que dans la majorité des cas, les symptômes, il n'y en aura pas. Mais à ce moment-là, les gens ils se posent la question, ouais, mais s'il n'y a pas de symptômes, en quoi c'est grave? Mais on sait que l'infection chlamydia, par exemple, c'est une cause importante d'infertilité, puis ça peut amener aussi à des douleurs chroniques au niveau abdominal à un moment donné. Parce qu'ici, j'en ai sorti justement sur un journal quand il explique ici un peu les maladies. Et puis, ils disent que, bon, si vous avez des démangeaisons autour des organes génitaux, il pourrait s'agir de morpion ou de gale. Oui, mais ça, c'est comme exceptionnel. Ça peut arriver, là, mais disons que c'est pas ce qui est le plus répandu, parce que souvent, en raison de l'amélioration des conditions de vie, c'est pas le problème prioritaire. Ce qu'on retrouve en région, c'est vraiment l'infection chlamydia. On peut avoir occasionnellement des infections, la gonorrhée, mais c'est quand même la gonorrhée, rare. justement, chlamydia, et gonorrhée, on parle de perte inhabituelle du vagin, du pénis ou de l'anus, douleur en urinant, c'est des symptômes qui sont vaginaux, possibles. etc. Donc, dès qu'il y a un symptôme inhabituel d'écoulement, de démangeaison, d'aller consulter. Et par contre, c'est sûr que faut pas jamais l'oublier que la plupart du temps, une infection transmissible sexuellement n'aura pas de symptômes. Donc, c'est beaucoup sur la base d'évaluer son comportement. C'est nous qui allons le savoir, c'est ça, hein? Exactement. Parce que c'est sûr que les jeunes, on parle beaucoup d'infection chlamydia. Pour les personnes plus âgées, c'est sûr que, au niveau du VIH, c'est important, mais c'est pas des maladies, des infections pour lesquelles on va avoir des symptômes immédiatement. Donc, c'est beaucoup sur la base de son propre comportement. Alors, on sait qu'est-ce qu'on a fait et on a quelque chose qui n'est pas normal. Mais des fois, je peux ne pas avoir de symptômes. Si on prend, comme je disais tantôt, l'infection chlamydia, la plupart du temps,
il n'y aura pas de symptômes. Il n'y aura aucun symptôme. Si je prends, oui, la gonorrhée, oui, tu peux avoir un symptôme, peut-être plus souvent que l'infection chlamydia. Mais si on prend le VIH, au tout début, ça va être passé inaperçu. Oui, parce qu'on parle de fièvre, de douleurs musculaires, de rougeur sur le corps, des maux de tête et de fatigue. Ce sont des symptômes qui ne sont pas vraiment spécifiques. Non, exactement pas. Donc, on peut avoir mal à la tête, Exactement. Donc, il faut avoir le réflexe. Exemple, je suis un homme gay. Bien, c'est important d'aller me faire tester dépendamment de mon comportement sexuel. C'est toujours dépendamment du comportement sexuel. Un jeune, si le jeune n'est pas en relation stable, qu'il y a eu d'autres partenaires avant, c'est important. On sait que l'infection chlamydia va circuler. Okay. Il y a d'autres, je ne sais pas si vous vouliez parler, il y a d'autres infections comme l'hépatite C, parce que dans les 2 campagnes que nous avons, il y en a une qui cible les jeunes, puis on invite les jeunes à aller sur le site internet tajustunevie.com pour aller prendre connaissance des outils. Et il y a aussi une campagne qui s'adresse aux adultes. Chez les adultes, le message, au fond, il est vraiment, oui, la prévention, mais aussi de se faire dépister. Puis, chez les adultes, on va parler de comportement sexuel sécuritaire et on va parler aussi de comportements liés à l'usage de drogues par injection. Donc, une personne qui a un comportement, qui utilise des drogues par injection doit se faire dépister. C'est super important pour l'hépatite C, parce qu'au début, la même chose, l'hépatite C, c'est une infection du foie qui prend un certain temps, mais qui peut mener quand même vers des maladies sérieuses au niveau du foie, telles le cancer. Qui peut même aller jusqu'à la mort. Oui. Alors, c'est important de se faire tester parce qu'il y a une possibilité d'avoir un traitement. C'est des choses qu'il y a vraiment une évolution. Aussi pour le VIH, c'est important si on a eu des comportements finalement non sécuritaires, soit au niveau sexuel ou consommation de drogue par injection, de ne pas hésiter d'aller consulter. Parce qu'on dit que la plupart des ITSS peuvent avoir des conséquences graves si elles ne sont pas identifiées et traitées rapidement. C'est ce que vous venez de dire. On peut aller jusqu'à la mort. Bien, c'est sûr, il y a certaines maladies, mais je pense que ce qui est important, c'est de réaliser qu'il y a une évolution au niveau des traitements. Au niveau du VIH, c'est sûr qu'il n'y a pas de guérison comme telle, mais on considère comme une infection chronique, mais c'est important de se faire dépister. Puis il y a aussi, tu vois, la même chose au niveau de l'hépatite C. Et le fait de savoir son statut, parce qu'on estime, quand on parle d'ITSS, qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ignorent qu'elles sont infectées. Exactement. Donc, tu as aussi une responsabilité de protéger les autres, parce que si tu le sais que tu es infecté, bien sûr, c'est une responsabilité qui est partagée. Exactement. Puis que ça amène comme une conscience aussi envers les autres, si on est capable de dire, moi, je fais attention. C'est parce qu'on parle beaucoup, Mme Clermont, des jeunes de 15 à 24 ans, mais les adultes dans tout ça? Bien, les adultes, c'est la même chose. Hein? C'est sûr que les jeunes, on en parle beaucoup à cause de l'infection chlamydia parce qu'ils ont des taux qui sont beaucoup plus élevés dans ce groupe d'âge-là. Mais pour les autres groupes d'âge, je pense que c'est aussi important. Et probablement que l'adoption du condom, par exemple, souvent on va voir des séparations. Des hommes de 40, des femmes de 45 ans et tout, puis ils voudront pas, ils seront pas portés à utiliser le condom, mais le message vaut pour eux aussi. Exactement. Donc, c'est comme vraiment de dire, si je suis pas en relation stable, c'est important que j'utilise le condom parce que... Est-ce que c'est ça ici? Est-ce que vous avez... Bon... Oui. OK. C'est ça ici? Ça s'en est... Oui. Ça, c'est la campagne jeune. OK. C'est la campagne? OK. Oui. OK. Parce que l'idée là-dedans, avec la campagne jeune, c'était le slogan, c'est très souvent « on n'y voit rien Okay. ». Donc, c'est d'amener les jeunes à justement se méfier. Il ne faut pas attendre des symptômes pour se faire dépister et l'importance d'utiliser le condom, au fond, dans ses relations sexuelles. C'est donc dire que, si on résume un peu tout ça, Mme Clermont, c'est qu'il y a vraiment... Il y a certaines infections où il n'y a vraiment pas aucun symptôme. Donc, c'est notre manière d'agir qui va nous dicter de
Oui, je dois aller consulter ou je dois... Vous avez raison. C'est vraiment ça, de prendre conscience si on a pris des risques et de connaître les endroits où on peut se faire dépister. C'est sûr, il y a dans les centres de santé, il y a des infirmières que c'est vraiment leur travail. Il y a les médecins en cabinet privé. Il y a souvent l'infirmière en milieu scolaire. Fait que c'est de vérifier dans notre milieu à quel endroit. Il y a des cliniques jeunesse dans certains endroits. Alors, c'est de regarder et de ne pas hésiter. Puis l'autre chose aussi, pour savoir où je peux me faire tester, c'est d'appeler InfoSanté. Ah, OK. Les infirmières d'InfoSanté. 811, si ma oui, mémoire est fidèle, exactement, c'est le 811 ça? pour 811. savoir où je peux aller me faire dépister dans ma ville. Fait que si on résume tout ça, Mme Clermont, la meilleure protection... La meilleure protection, c'est vraiment, moi, à mon avis, c'est encore le condom. Hein? Puis moi, c'est toujours le même message. On est une région semi-urbaine avec des milieux ruraux. C'est pas toujours facile pour un jeune de se procurer des condoms. Donc, il peut avoir la complicité des parents dans un premier temps, jusqu'au moment où l'habitude est prise. Puis il faut pas que les parents se fâchent de ça, dire « qu'est-ce que tu vas faire avec un condom? » Parce que si le jeune est rendu à 15-16 ans, puis qu'il vient voir ses parents, il dit « Mais moi, là, j'ai pas d'argent pour acheter des condoms, mais là, ça m'en prendrait. » Il faut pas qu'il soit rejeté par ses parents à ce moment-là. Puis au-delà de l'argent, il y a aussi parfois la gêne dans aussi. Puis d'avoir l'opportunité d'aller s'en acheter. Exactement. Donc, il faut que les parents, moi, je pense qu'au tout début, il y a une complicité. Puis après ça, s'il y a une prise de risque, c'est important de se faire dépister. Exactement. Il ne faut pas avoir peur d'aller passer les tests. Alors, Mme Clermont, merci infiniment. C'était encore très, très, très intéressant. Puis, continuez votre excellent travail auprès des jeunes. Les jeunes ont besoin de vous. Puis, avec des conseils comme vous en donnez, les jeunes ne s'en porteront que mieux. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Madame. Courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. 4,3 millions pour l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce assez? L'assurance récolte serait inefficace selon mon invité, le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Régent Comeau. M. Comeau, bonsoir. Bonsoir. M. Comeau, 4,3 millions pour mieux soutenir le développement de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est assez? C'est pas assez. Notre demande initiale était de 8 millions. On en a obtenu 4,3. On va commencer avec ça, c'est sûr. L'aspect positif de ça, moi, c'est que quand même, le gouvernement a démontré une ouverture pour aider notre agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Si on se souvient, en 2008, quand on avait demandé cette aide-là, c'était spécifique à la région. Okay. Les craintes qu'on avait, écoutez, on est dans une période de crise de revenus. On est une région aussi où la masse critique d'entreprises fait en sorte que si on veut continuer à se développer, si on veut continuer à avoir une agriculture qui est viable puis intéressante, ben faut arrêter de perdre des producteurs. Fait que dans ce contexte-là, on s'était quand même regroupé avec les intervenants du milieu. On avait fait une demande au gouvernement pour aller chercher 8 millions à l'époque. On en a obtenu 4,3. La porte n'est pas fermée. Et puis, dans le contexte, avec les éléments qui sont là, on est capable, je pense, de l'utiliser à bon escient. Parce que, regardez, M. Comeau, les fils de presse rentrent assez vite sur ça, là, que ça en est quasiment, mais juste, on va aller très vite. Là, oui. Okay? Le 22 février dernier, 4,3 millions pour l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Le 1er mars, l'assurance récolte inefficace, selon Régent Comeau. On va aller ici, au 11 de mars. Où sont les 4,3 millions? Alors là, vous posez des questions. J'y arrive. Le 11 de mars, l'UPA réclame la mise en œuvre du plan d'intervention pour la région. Et le 12 de mars, les agriculteurs recevront enfin l'argent promis. Exactement. Tout ça, ça s'est passé dans quelques semaines. Exactement. C'est que à l'annonce du 4,3 millions par le ministre Corbeil, il nous disait, il dit, demain matin, l'argent est disponible, vous pouvez vous présenter dans les bureaux du MAPAC. Mais les modulations à cette époque-là, ils n'étaient pas vraiment toutes finalisées. À partir de lundi matin, qui était hier, il y avait quand même 280 producteurs qui étaient inscrits. Là, les modulations sont connues. Qu'est-ce que vous appelez modulation? Exactement. Tu sais, pour aller
pour être admissible à cette aide-là, il faut quand même aussi démontrer certaines choses. Le producteur qui s'inscrit au programme doit de un, faire un diagnostic de son entreprise avec des spécialistes. À partir de ce diagnostic-là, il y a aussi qu'il peut aller chercher son aide. Les éléments aussi qu'il peut aller chercher son aide, c'est dans le soutien technique pour améliorer son efficacité. Dans un montant de prêt sans intérêt qui peut aller jusqu'à 100 000 $. Les producteurs peuvent être admissibles à un prêt sans intérêt d'un montant de 100 000 $. Le prêt, 100 000 $, les intérêts payés. Ensuite, c'est ça exactement, là. Remboursement des intérêts sur les prêts. Exactement. OK. Après ça, j'ai aussi meilleur appui aux services agricoles. Aux services techniques. Aux services techniques. Ça veut dire qu'on va améliorer justement la gestion, exactement, okay. Améliorer notre gestion, améliorer nos façons techniques de travailler. Puis en lien avec ça aussi, des programmes qui vont améliorer la productivité, soit dans les champs, ou dans les troupeaux, ou dans les bâtiments. OK. Tu sais, lorsque le producteur a ciblé à quelle place qu'il doit investir pour que ce soit le plus profitable à son entreprise. OK, fait que là, il peut investir dans ces cas. Il y a ces 5 éléments. Le développement d'un plan d'affaires pour la mise en marché aussi. Oui, ça, c'est en lien avec le projet Abitibi-Témiscamingue dans notre assiette qu'on développe depuis quelques années et puis à laquelle, tu sais, on travaille toujours pour aller travailler pour avoir des marchés de proximité. Fait que ça, ce bout-là, c'est en lien avec ça. OK. Fait que là, il y a 4 types de mesures, comme Régent Comeau, qui a une ferme bien établie, il peut en prendre un des 4? Il peut... ou y aller avec 2 ou avec 3? Avec 2 ou avec 3. OK. Il faut regarder à quel endroit c'est le plus stratégique pour l'entreprise d'investir. C'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. On dit que la CRE participe pour 500 000 $, le gouvernement provincial pour 2 millions et le fédéral pour 1,8. Exactement. Alors, quand on prend le 4,3 millions, on le prend les 3 ensemble? Exactement. Ça totalise 4,3 millions. Le 2 millions que le gouvernement provincial met, le 1,8 qui vient du fédéral et le 500 000 $ qui vient de la CRE. OK, allez-y. Et puis cet engagement-là de la CRE, ça s'est fait aussi en 2008 lorsqu'on a fait ce plan d'affaires-là. Et puis, avec finalement toute la concertation qui s'est faite en région pour aller chercher cet argent-là pour aider à l'agriculture, la CRE a décidé d'investir de son côté 500 000 $ à cette époque-là dans ce programme-là. Bon, si on parle du 15,3 millions, là, actuellement, le dernier communiqué de presse qu'on a ici, bon, ben tout était correct. Là, c'était 4,3 millions. Oui, qui était comme déposé. Oui, bon, il est accessible à partir de lundi. Tous les producteurs qui sont prêts. Vous en demandiez 8. On vous en donne 4,3. Ça veut dire qu'il y a quand même un manque de 3,7 millions. Est-ce que c'est dans les probabilités prochaines d'aller chercher encore un certain montant d'argent dans ça? Qu'est-ce que le ministre des Régions dit, de la région? Le ministre ne nous a pas fermé la porte. Fait que nous autres, on dit, regarde, on va voir ce que les producteurs, de quelle façon les producteurs vont adhérer au programme. Tu sais, il y en a 200, ça fait 2 semaines que c'est sorti, on est super contents. Il y a 280 producteurs qui ont manifesté l'intention de participer à ce programme-là, parce qu'ils en ont besoin. Fait que nous autres, c'est bien clair qu'à partir de l'automne, on va voir ce qui va se dépenser, puis on va regarder pour retourner chercher le reste. Est-ce que c'est une probabilité, quand vous dites que le ministre n'a pas fermé la porte, mais dans votre fort intérieur à vous autres, si on a coupé 50 % ou à peu près, l'autre 50 % vous n'avez pas peur de vous faire dire, bien regarde là, vous en avez eu là, presque 50 % là, ça va être autour des autres ou d'une autre région ou peu importe quoi. Là. Vous n'avez pas peur de vous faire dire ça? Bien, je pense qu'il va falloir continuer à démontrer l'importance que ce programme-là a pour la région. Je pense que c'est là qu'il va falloir continuer à travailler. C'est toujours comme ça qu'on l'a amené aussi. Tu sais, on a démontré l'importance qu'on avait besoin de ça. Ça fait qu'on va continuer à le démontrer. Là, vous allez sûrement demander aux consommateurs d'acheter des produits régionaux. Ça, là, est-ce que, d'après vous, M. Comeau, les consommateurs sont conscients qu'il faut acheter, je dirais, obligatoirement aller dans les produits
régionaux, c'est chez nous. C'est comme ça que vous allez réussir, je dirais peut-être pas vivre, mais au moins survivre. Oui, puis vivre, survivre, puis je pense aussi qu'il faut rajouter développer notre région. Également. Également, parce que, puis ça, moi j'ai l'impression, puis je pense pas de me tromper, que le consommateur est de plus en plus conscient que c'est en achetant chez nous qu'on va améliorer notre économie et puis qu'on va continuer à se développer. Tu sais, de faire venir nos aliments de l'extérieur comme on fait là, même si quelquefois il peut y avoir certains rabais, mais moi je pense bien que, tu sais, avec tout ce avec l'importance de l'agriculture en région et en province, on sait que c'est un investissement. De toute façon, on a une étude qui est sortie d'un organisme qui s'appelle Éco-Ressources et puis qui, hors de tout doute, démontre à quel point l'importance de l'agriculture soit en région et au Québec. En région, cette étude-là démontre, hors de tout doute, que ça rapporte alentour de 5 millions net dans les poches du gouvernement d'investir dans l'agriculture. Ça fait qu'à ce moment-là, moi, je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Si on veut continuer à créer des emplois, puis à conserver les fermes aussi. Puis à conserver nos entreprises, puis toute l'économie, les fermes, ils génèrent alentour de l'autre aussi. Exactement. En terminant, M. Comeau, l'assurance récolte de la financière agricole ne répond pas aux besoins. C'était dernièrement. L'assurance récolte se base sur des données de stations météo. Exactement. C'est quoi ça? C'est des données qui sont cumulées par des stations météo. Puisque ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne répond pas toujours, ça ne répond pas toujours à la réalité de ce qui s'est passé dans le fait. OK. Tu sais, puis depuis 3 ans, ça fait quand même 3 mauvaises années au niveau du climat qu'on a. C'est ça qu'on dit, que depuis 3 ans, l'assurance récolte ne répond pas aux besoins parce qu'on s'en va avec des données météo. Exactement. En 2007, on a eu une sécheresse. En 2008 et en 2009, on a eu des excès de pluie. C'est ça, exactement. Puis ces excès de pluie-là ont fait en sorte que les fourrages ont été de moins haute qualité. Puis c'est là qu'on voit que ça correspond pas à ce qui s'est passé dans le champ. On a beau dire à la financière que ces éléments-là ne répondent pas, ne correspondent pas à ce qui s'est passé dans le champ, mais au niveau de la financière, ça fait encore la sourde d'oreille, on n'a pas d'écoute. C'est ça qu'on déplore, c'est l'écoute qu'on n'a pas avec ce monde-là pour réussir à mettre les éléments et les étudier en profondeur pour améliorer le programme. Alors, ce sera quoi les prochaines étapes de l'UPA face à la financière agricole? C'est réussir à s'asseoir avec eux autres. Ça, je pense que c'est bien important. Parce que faudrait que la dans un communiqué, c'était écrit qu'il y avait un manque de dialogue total. Exactement. Moi, je pense qu'on sent ce que l'on sent de la financière dans ce dossier-là, c'est une fermeture, un manque d'écoute. Il faut commencer par s'asseoir ensemble puis regarder les éléments à lesquels on peut travailler pour améliorer le programme. Dans cette financière-là, est-ce qu'il y a des agriculteurs? Le CA de la financière a des représentants de l'UPA. OK. Le conseil d'administration de la financière. C'est sûr que la financière, le mandat est de gérer les programmes, mais par contre aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait une écoute pour les gérer adéquatement. Fait qu'autrement dit, ça va être à vous autres à vous faire aller frapper à la porte et dire, ben là, il faut absolument qu'il y ait des choses qui changent à ce moment-là parce que ce n'est pas adéquat. Ça ne répond pas aux attentes des producteurs. Puis le danger là-dedans, c'est que les producteurs vont laisser ce programme-là. Puis à un moment donné, les besoins peuvent être encore plus criants qu'ils n'ont été. C'est ce qui peut arriver et c'est ce qu'il faut éviter que ça arrive. C'est ce qu'il faut éviter. Monsieur Comeau, merci infiniment. Puis on vous souhaite, en tout cas, à tout le moins, un bon été toujours. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.